Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à toutes les incohérences de la série Game of Thrones, et croyez-moi il y a du boulot, puisqu'à la saison 4, la série était franchement excellente, on va dire, fidèle au bouquin de George R.R. Martin, avec mon bel accent français, bien écrite, immersive, mais voilà. Le problème c'est que, il y a un mais, puisque après la saison 4, c'est parti littéralement en vrille, pour des raisons dont j'ai beaucoup parlé dans différentes autres vidéos sur cette chaîne, notamment parce que George Martin s'est taillé, tout simplement, a arrêté effectivement de travailler avec les deux showrunners de la série, c'est-à-dire David Benioff et D.B. Weiss, et en plus de tout cela, à partir de la saison 6, malheureusement, la série a dépassé les livres, donc les showrunners ne devaient plus adapter les bouquins de George Martin, mais maintenant devaient les supplanter. Et forcément, ils ont couru au fiasco total. Et donc, dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les bévues scénaristiques, toutes les incohérences les plus absurdes, et les décisions qui ne font tout simplement pas sens, de la première saison à la saison 8. Autant vous dire donc que cette vidéo va être assez longue. Et contrairement à mes précédentes vidéos où je m'étais surtout concentré sur les saisons 6, 7 et 8 de Game of Thrones, cette fois on va analyser l'intégralité de la série. Et croyez-moi, même les premières saisons ne sont pas exemptes de petits ratés. Cela étant dit, et vous allez vite le comprendre, de la saison 1 à la saison 4, ça va aller très très vite. Je pense que je ne vais pas prendre plus de 10 minutes pour couvrir les 4 premières saisons, parce que encore une fois, ce sont clairement des perles d'écriture, donc là-dessus, voilà. Ça va être difficile, en effet, de prendre George Martin à défaut, mais bon, on va quand même le faire de multiples reprises. À partir de la saison 5, par contre, on va lever le frein à main et on va prendre notre temps. Ça c'est sûr. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Donc, on commence avec la première saison de Game of Thrones, et on commence avec donc la première incohérence, de Game of Thrones, évidemment. Et on va parler de la réaction des frères de la garde de nuit lors de la première séquence de la série. Alors, dès les premières minutes, on voit effectivement une espèce d'incident étrange qui survient à l'écran. Will, un jeune éclaireur de la garde de nuit, rapporte la découverte terrifiante d'un campement de sauvageons entièrement massacrés, enfants compris. Et la réponse de ses collègues, c'est une blague absurde. Ils ont même tué les enfants, bonne chose qu'on ne soit pas des enfants. Je veux dire, le ton décalé face à une scène si grave fait tâche, surtout pour des personnages supposés être aguerris et sur leur garde. Une telle réaction jure avec l'atmosphère sombre que la série tente de construire. Encore une fois, c'est pas vraiment une incohérence de fou, mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Tu as devant toi un espèce de charnier horrible, et tu te permets de lâcher une blague. Je veux dire, c'est un peu con. Bon, pour la prochaine incohérence, là... ce sera un peu plus substantiel. Il s'agira d'un élément scénaristique qui est bien propre à la série et qu'on ne voit pas dans les livres. Des livres que d'ailleurs j'ai lus. Je préfère vous le dire même si personne va me croire, comme dans la plupart de mes vidéos Harry Potter on me dit que j'ai pas lu les livres. Écoutez, là aussi, j'ai lu les livres. Peut-être que je ne les ai pas lus, sait-on jamais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès l'épisode 2 de la saison 1, Cersei Lannister évoque un passé que les lecteurs du livre ne connaissent pas en principe, c'est-à-dire qu'elle aurait eu un fils, un enfant, avec Robert Baratheon. Et c'est un petit garçon, un petit enfant, un petit nourrisson aux cheveux noirs, qui malheureusement mourra peu après sa naissance, et qui est décrit comme une source majeure de douleur pour elle. Le problème, c'est que ça coince un peu. Une grossesse royale, surtout celle d'un premier-né, aurait été un événement marquant à Westeros. Comment expliquer qu'aucun personnage n'en parle? Pas même Robert ou même Jaime. Une telle omission semble impossible dans un univers où les lignées royales et les héritiers sont d'une importance cruciale. Et justement, puisque c'est un élément qui est propre à la série et non pas au livre, ça fait encore plus tâche. De plus, si ce souvenir était si central pour Cersei, pourquoi ne pas le mentionner lors de moments clés, comme lors de sa descente aux enfers plus tard dans les saisons qui suivront, ou lorsqu'elle discute des enfants qu'elle chérit vraiment? Il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie dans l'intrigue, en fait, ça crée un espèce de flou autour de la cohérence émotionnelle de Cersei. Parce qu'il faut savoir que dans les livres, Cersei Lannister n'a jamais aimé son mari Robert Baratheon. Jamais. Elle l'a toujours méprisé et a toujours été avec Jaime. Alors que dans la série télé, je trouve que c'est un changement bienvenu. Ça rend le personnage de Cersei plus humain. Cersei était amoureuse de son mari au début, jusqu'à qu'elle réalise douloureusement que le cœur de Robert Baratheon bat pour une morte, nommément Lyanna Stark. Effectivement, sa promise qui lui a été volée par Rhaegar Targaryen. Mais le problème de ce changement, c'est qu'il n'a pas vraiment été bien négocié dans la série. Après, encore une fois, Cersei reparlera de cet enfant mort à Robert, dans une discussion d'ailleurs qui est exclusive à la série, qu'on ne voit pas dans les livres, une fois encore, mais ça reste quand même compliqué. Donc, et puisqu'on parle justement de généalogie, parlons du livre des généalogies. Puisque plus tard dans la première saison, Ned Stark enquête sur la mort de Jon Arryn et consulte le célèbre linéage and Histories of the Great Houses of Westeros. Alors, ce livre, clé de sa découverte sur la parenté des enfants de Cersei, ne fait aucune mention de cet enfant aux cheveux noirs. Et si cet enfant a réellement existé, son absence dans un registre aussi précis est inexplicable, à moins que ce ne soit un mensonge de Cersei, mais là encore, aucun indice ne suggère qu'elle fabrique cette histoire pour manipuler Catelyn Stark. Cela rend cette sous-intrigue complètement inutile.
voire contradictoire avec le reste de la série, et encore une fois, si c'était une manipulation, bah, elle n'en aurait pas reparlé en privé avec son mari Robert, dans une scène, comme je l'ai dit, qui est exclusive à la série. Et dernière incohérence de la saison, vous voyez effectivement que là c'est extrêmement rapide, parce que la première saison, bah, c'est un chef-d'œuvre, on va pas se mentir. Le dernier truc que j'aimerais relever, et d'ailleurs, un truc qui a été relevé par George Martin lui-même, hein, c'est le groupe de chasse de Robert. Effectivement, au moment où il meurt, il me semble qu'il est accompagné de Lancel Lannister, de son frère Renly, et du garde royal, Sir Barristan Selmy. Le problème, c'est que c'est un peu léger. En réalité, normalement, une chasse royale est censée compter au moins une garnison entière de soldats qui sont censés effectivement protéger le roi. C'est pas juste 3 ou 4 mecs qui traversent le bois à pied, c'est pas possible. Et George Martin d'ailleurs ont effectivement dit que parmi toutes les scènes qu'ils ont adaptées du livre, celle-là c'est la pire. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, dans House of the Dragon, la partie de chasse du roi Viserys est beaucoup plus proche, historiquement parlant, d'une véritable partie de chasse royale. Mais bon, je tiens à le répéter, et je pense d'ailleurs que dans les commentaires, on va essayer de me prendre aussi un peu, on va me prendre par le callback en me disant que la plupart de ces incohérences n'en sont pas vraiment et tout. Bon, écoutez, il faut me comprendre. La saison 1, ça reste un chef-d'œuvre en termes de narration et de fidélité à l'œuvre originale. Donc voilà. J'ai essayé de relever les incohérences qui, d'après moi, en sont. Pour certains d'autres, ça n'en sera pas. Chacun sa vérité là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui est certain, c'est que cette saison 1, bon voilà, j'ai dû gratter les fonds de tiroir pour en trouver. Bon, maintenant on va passer à la saison 2, qui a enrichi encore une fois l'univers de Westeros, avec de nouveaux personnages, des intrigues complexes et des batailles mémorables. Mais, encore une fois, certaines petites décisions narratives peuvent laisser légèrement à désirer, et on va en parler. Alors déjà, petit truc qui m'a fait tiquer, c'est lorsque Daenerys arrive devant les portes de Kars, avec sa petite compagnie de Dothraki morts de soif, avec évidemment notre ami Jorah Mormont, bah le problème c'est qu'elle fait un peu n'importe quoi. Le principe de cette séquence, c'est que Daenerys veut négocier une entrée dans la ville de Kars. Sauf que les gens de Kars ne veulent pas faire entrer n'importe quel va-nu-pied. Et c'est là où on se dit, mais pourquoi ne pas avoir utilisé ces dragons comme arme diplomatique? Parce que le souci, c'est qu'au lieu de simplement de montrer ses dragons aux différents dirigeants de la ville de Kars, d'ailleurs, ils lui ont demandé de lui montrer ses dragons, eh ben, elle lance une menace totalement disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle détruira la ville une fois que ses dragons seront adultes. Cette menace est vide de sens, parce qu'elle est dans une position de faiblesse, et d'ailleurs, si elle est refusée à Kars, bah, elle mourra avec le reste de son peuple. Finalement, Xaro intervient pour la sauver, mais en fait, c'est juste parce que Daenerys lui plaît physiquement, enfin bref, voilà quoi. C'est pas le discours de rageux de Daenerys qui a convaincu les dirigeants de Kars, parce que son discours n'est ni logique ni stratégique. Juste montrer ses dragons, ça aurait suffi. Enfin bref. Une fois, de toute manière, elle est assez impulsive. Maintenant, est-ce que c'est une incohérence ou pas? Voilà, on peut en discuter. Je trouve ça bête, en tout cas, mais c'est sûr que Daenerys, maintes reprises dans la série, qu'elle est extrêmement impulsive. Donc vous me direz que c'est pas une incohérence, c'est juste que c'est son personnage. Je l'accepte encore une fois. On est lors des 4 premières saisons, j'essaie de trouver les incohérences là où elles sont. Par contre, là où je suis un peu plus sûr de moi, c'est vis-à-vis de l'assassin de l'ombre de Stannis. Alors, l'utilisation de ce que je vais appeler assassin de l'ombre, Shadow Assassin si vous préférez, pour tuer Renly, qu'il produit avec la sorcière rouge, avec Mélisandre, afin de tuer Renly, c'est terriblement efficace, d'ailleurs Renly est mort, justement. Mais le problème, c'est que le mécanisme derrière cette magie est mal expliqué dans la série. Dans les livres, encore une fois, Stannis souffre visiblement de l'invocation de cette espèce de démon des ombres, puisqu'il vieillit prématurément, on le voit épuisé, et à partir de là, dans les livres, il a du mal à dormir plus de 4 heures par nuit, je veux dire, c'est un véritable impact sur lui, et donc forcément, le fait qu'il ne puisse pas spammer les assassins de l'ombre, on le comprend. Le problème, c'est que dans la série, l'obstacle à la réutilisation de ce pouvoir, c'est pas vraiment justifié. En fait, c'est vaguement justifié par un simple « ça vous tuerait, majesté », donc de Mélisandre, sans preuve visuelle ni impact tangible sur Stannis. On le voit pas vraiment vieillir, on le voit pas avoir du mal à dormir, on se dit mais pourquoi ne pas continuer à spammer ce genre d'assassin jusqu'à qu'il n'y ait plus personne de debout sur Westeros? Je ne comprends pas trop le délire, et ça rend la limitation beaucoup moins crédible parce qu'elle est super vague. Il me semble que Mélisandre dans la série lui parle de manière très cryptique en lui disant « oui, votre feu est beaucoup moins brillant qu'avant » ou un truc du style. Enfin, ça ne veut rien dire en réalité. Voilà. Justement, ce qui est bien dans le livre, c'est qu'on te présente tous les éléments, on te met carte sur table et tu comprends pourquoi il ne peut pas abuser de cette technique magique. Et puisqu'on parle de magie, on va parler du personnage de Quace. Le personnage de Quace reste un mystère. Dans les livres, elle est présentée comme une figure quasi mythique, uniquement visible par Daenerys. Elle aurait pu effectivement peut-être représenter sa folie grandissante, petit à petit, ça aurait été sympa, vu qu'elle est la seule à l'avoir. Sauf que dans la série, son rôle est beaucoup plus flou. Et il y a des indices qui sont plus ou moins disséminés vis-à-vis de son appartenance, apparemment, aux hommes sans visage. Et voilà, ces données sans vraiment être explorées, puisque lorsqu'on lui demande qui elle est, elle répond « I'm no one », je suis personne, et ça c'est bon, évidemment, une signature de Jaqen H'ghar. Case, une faceless man, une sans visage, un assassin sans visage, ça n'a aucun sens. D'autant plus que si elle fait vraiment partie des assassins sans visage, si elle soutient vraiment Daenerys, ça contredit l'histoire, justement, de ce qu'on appelle les faceless men, puisque les hommes sans visage sont ceux qui se sont rebellés en premier contre les Valyriens. Les Valyriens,
d'où proviennent justement la famille Targaryen. Et donc, ce qui veut dire que si elle a une vision ou une projection, c'est pas expliqué, et si c'est une Faceless Man, ça n'a aucun sens qu'elle soutienne Daenerys. Donc dans les deux cas, c'est une incohérence. Et de toutes les manières, on ne la reverra plus jamais. D'ailleurs, en parlant encore de Daenerys, lorsque Jorah prend de la prudence, surtout lorsqu'elle se fait voler ses dragons, mais même avant, Daenerys affirme qu'écouter ce conseil de prudence aux portes de Kars aurait conduit à leur mort. Mais pourtant, devant les portes de Kars, personne lui a dit d'être prudent, et surtout pas Jorah. En fait, c'est une espèce de révisionnisme scénaristique qui force une fausse dynamique de tension entre Daenerys et Jorah qui, à la base, n'est pas censé avoir lieu, tout en rendant sa survie davantage due à la chance qu'à sa propre intelligence. Et ça, c'est un problème avec Daenerys, je trouve, dans Game of Thrones, que ce soit le livre ou la série. Bien souvent, les réussites de Daenerys, contrairement par exemple aux Daenerys de Tyrion ou à d'autres personnages, Tywin ou peu importe, ne sont pas dues à son intelligence, mais plus dues au fait qu'elle est une Targaryen, quoi, tout simplement, et qu'elle est la mère des dragons. C'est assez rare de la voir vraiment utiliser son intelligence et sa ruse pour doubler ses adversaires, hein. Bien souvent, que ce soit dans la série ou dans les livres, on a un peu l'impression que tout lui est donné sur un plateau d'argent, quoi. C'est la mère des dragons, et donc tout finit par bien s'arranger pour elle. Bon, écoutez, pourquoi pas. Maintenant, on va abandonner les sauces pour revenir à Westeros, et on va parler effectivement donc de la capture d'Ygritte. Alors, donc là, on rejoint Jon Snow, qui accompagne donc la légende des frères de la garde de nuit, c'est-à-dire Mymin, Corryn, Halfhand. Il capture une sauvageonne, donc nommée Ygritte évidemment, et donc là, la seule chose que le Mymin trouve à faire, c'est de laisser Jon seul derrière lui pour exécuter Ygritte, une décision risquée et sans réel bénéfice. Il aurait dû la tuer lui-même, et admettons qu'il laisse Jon la tuer, pourquoi se tailler? En principe, ça ne devrait pas prendre plus de 10 secondes, il enfonce son épée dans sa gorge, et puis on passe à autre chose. Quel est l'intérêt? Et lorsque Ygritte s'échappe, en fait, toute logique s'effondre immédiatement. Jon la poursuit dans une séquence incohérente, notamment parce qu'il réapparaît miraculeusement juste au-dessus d'elle, en mode glissade à la 1080 snowboarder, ça n'a aucun sens. De plus, les autres membres de la garde de nuit sont censés attendre en haut de la montée, et ils n'interviennent jamais. D'ailleurs, normalement, ils auraient dû les voir, puisque Corryn, Mymin et les autres étaient placés en hauteur vis-à-vis d'eux, donc normalement, ils auraient dû les voir en train de s'enfuir. Bref, ça n'a aucun sens. Bon, on part directement maintenant à Harrenhal, avec Arya et Tywin. D'ailleurs, je tiens à le souligner, toute la sous-intrigue entre Arya et Tywin à Harrenhal, avec Arya qui sert des chansons à notre ami Tywin, tout ça c'est ajouté dans la série. Dans le livre, ce n'est pas Tywin qui est censé être là, c'est Roose Bolton. Et encore une fois, voilà, très bon changement de la série, parce que les discussions, les petits dialogues, les petites interactions entre Arya et Tywin font partie des meilleures séquences de la série, hein, tout bonnement, on va pas se mentir. Voilà un autre changement vis-à-vis des livres, qui est plus que bienvenu dans la série, donc ça fait plaisir, voilà, je voulais juste le dire. Mais, cela étant dit, il y a un petit problème. Lorsque Arya vole une espèce de petite lettre importante à Harrenhal, elle risque sa vie inutilement. Elle aurait pu la lire sur place, au lieu de l'emmener je ne sais où. Le problème, c'est qu'elle se fait attraper par Amory Lorch, qui la ramène à Tywin, avant d'être tuée sous les yeux du patriarche Lannister par Jaqen H'ghar le Goth, évidemment. Voilà. Mais encore une fois, la lettre disparaît ensuite de l'intrigue sans que Tywin ou quiconque ne s'interroge sur son contenu, ou en fait sa provenance. Je veux dire, normalement, cette lettre aurait dû être rediscutée, alors que finalement, à partir de là, la seule chose qui importera à Tywin, c'est de savoir qui a tué le garde, au lieu de se poser des questions vis-à-vis de la lettre, de qui l'a lu et pourquoi on a volé cette lettre. Enfin bref, encore une fois, de qui l'a lu, qu'est-ce qu'elle fout dans les mains d'Amory Lorch, est-ce que c'est pour ça qu'il a été tué? Bref, tout ça, ça passe par la fenêtre et je trouve ça un peu bébête. On revient maintenant vers le nord avec Osha, puisque Théon et les autres Ferney décident effectivement d'envahir Winterfell, mais elle choisit de ne pas tuer Théon alors que pourtant elle passe la nuit avec lui, et elle aurait pu, et c'est une décision, cette espèce de pitié vis-à-vis de Théon alors qu'elle aurait pu le tuer durant son sommeil, si elle avait fait ça, ça aurait considérablement facilité leur évasion. Théon, en tant que chef des Ferney et chef donc de leurs poursuivants, ça aurait laissé les Ferney un peu dans le chaos, sans dirigeant, même si bon, plus que ça, en tout cas, bon, ça aurait effectivement ralenti les Ferney si Osha l'avait éliminé. On revient avec Jon et Corryn Mymin, qui donc sont faits prisonniers par les sauvageons grâce à Ygritte, et on les voit effectivement donc se faire escorter jusqu'à Mance Rayder, le roi au-delà du mur. Le problème, c'est que les sauvageons, plutôt que de séparer Jon et Corryn Mymin, eh bien, nos amis, donc les sauvageons, les placent les uns derrière les autres, donc ça veut dire Corryn Mymin derrière Jon, il me semble, hein, si je ne m'abuse, qui leur permet effectivement de conspirer. Et Corryn Mymin décide de feindre une colère contre Jon, combat avec lui et se laisse tuer afin que Jon puisse effectivement avoir de la crédibilité vis-à-vis de Mance Rayder. Ce choix de laisser Corryn Mymin et Jon l'un à côté de l'autre n'a aucun sens tactique, et ça donne à Jon une opportunité facile de s'infiltrer dans leur rang, grâce au sacrifice de Corryn Mymin. Une opportunité pas si facile, hein, puisque Corryn Mymin doit mourir, mais vous m'avez compris. Bon, on arrive à la bataille de la Nera, donc Blackwater Bay, parce que Stannis arrive sur Port-Réal avec sa flotte, bref, vous connaissez les bails. Et donc, lors de l'assaut de Stannis sur King's Landing sur Port-Réal, Stannis mène la charge en première ligne, sans casque ni bouclier.
une décision qui est, on va le dire, suicidaire, et plus incroyable encore, aucun archer ni soldat ennemi ne cible spécifiquement donc le roi Stannis. Si on peut appeler ça un roi d'ailleurs, bref, peu importe. Et même lorsqu'il escalade les murs, il semble miraculeusement épargné par les pierres et les flèches. Et même après l'arrivée des renforts de Tywin, alors que bon, l'armée de Stannis est clairement défaite, Stannis parvient quand même à s'échapper. Un exploit improbable, vu sa position au cœur du chaos, puisqu'il était, il me semble, juché sur les remparts du château. Il n'aurait pas dû pouvoir s'enfuir, il aurait dû être capturé. Bon, il reste encore quelques petites incohérences mineures, mais encore une fois, c'est vraiment ultra mineur. Hein. Comme lorsque Kovaro arrache le collier de Xaro lorsqu'il dort, hein, bon, la scène, il utilise son sabre, là, son harak, pour arracher le collier, comme ça, là, voilà, ça défie toute logique physique, mais encore une fois, c'est rien du tout, on s'en fout. Et on va finir avec la dernière incohérence de cette saison. Finalement, il y en a eu plus que la saison 1, mais pas beaucoup en comparaison avec les saisons qui vont suivre, vous inquiétez pas, enfin à partir de la saison 4. Lorsque Daenerys parvient effectivement à s'enfuir de Kars et récupérer ses dragons, eh bien on voit une tentative d'assassinat de la part des conjurateurs de Kars, qui donc essaient de tuer Daenerys avec un scorpion, un animal, hein, pas la baliste, évidemment. Mais cette tentative échoue grâce à l'intervention de Barristan Selmy. Le problème c'est qu'à partir de là, les conjurateurs de Kars disparaissent complètement de l'histoire par la suite, ils ont essayé une fois, de façon un peu maladroite, de tuer Daenerys, et ensuite ils abandonnent complètement. C'est un peu con, je trouve. Normalement, ça aurait dû continuer. Cette sous-intrigue aurait dû être conclue de manière plus satisfaisante. Voilà. Bon, alors, c'en est fini de cette saison 2. Encore une fois, elle reste un joyau de narration, mais voilà, elle souffre de petites incohérences qui peuvent affaiblir un peu la crédibilité de certains personnages et situations. Encore une fois, des petits choix tactiques douteux, des explications magiques en mode ta gueule c'est magique, peut-être un peu insuffisantes, 2-3 petites routes scénaristiques, mais voilà. Ça reste l'une des meilleures saisons de Game of Thrones, là-dessus il n'y a pas de souci. Encore une fois, je pense que dans les commentaires, on va me critiquer parce que je suis allé chercher, voilà, gratter dans les fonds de tiroir. C'est vrai, je l'avoue, je suis coupable, monsieur l'agent. Mais écoutez, le concept de cette vidéo, c'est justement de pouvoir trouver les incohérences là où il y en a. Le fait que j'ai à gratter les fonds de tiroir, ça montre bien que les 4 premières saisons sont juste géniales. Allez, on passe à la saison 3 et on va revenir avec Osha. Alors, au tout début de la saison 3, on voit Osha interrompre soudainement le repos de Bran et de son groupe de Rickon, tout ça, en affirmant qu'ils doivent partir immédiatement, parce qu'ils pourraient être poursuivis. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun signe concret d'un danger imminent, ni bruit, ni mouvement, ni rien du tout dans les environs. Et ça donne l'impression d'un faux suspense, juste inséré pour accélérer l'intrigue. Encore une fois, rien de grave, mais écoutez, il faut quand même en parler. Ensuite, on revient directement à Essos, avec Daenerys qui discute avec les Puinés, les Second Sons, et donc avec Mero, le chef des Second Sons à l'époque, ce qui se fera très rapidement, comme vous le savez, remplacé par Daario Naharis. En tout cas, ce petit goujat, puisqu'effectivement on parle de Mero, un salopard, se met à harceler la pauvre Missandei, je crois, il me semble, en la touchant, enfin bref, c'est un peu dégueulasse. Mais le truc qui est un peu bizarre dans cette scène, c'est même pas tant le comportement ignoble de Mero, mais c'est surtout que Missandei semble surprise par son comportement. Enfin, Missandei, il faut quand même le savoir, c'est une esclave qui a grandi dans un environnement d'oppression totale. Et ce genre de comportement aurait dû lui être familier, malheureusement, j'ai envie de dire. Et sa surprise manque de réalisme par rapport à son expérience passée, en fait. Bien qu'elle retrouve une réaction plus crédible lorsqu'il la frappe sur l'arrière-train par la suite. Là, on voit effectivement une expression d'agacement, mais un peu de résignation, ce qui est extrêmement triste, évidemment, mais malheureusement, c'est le passé de Missandei. Ensuite, on va directement passer à la fin de la saison 3. C'est pour vous dire à quel point cette saison 3 est juste excellente. On voit donc Jon se tailler à cheval pour échapper aux sauvageons, puisque, ils ont découvert effectivement qu'il n'a jamais trahi la garde de nuit et que son cœur reste toujours à Château Noir. Le problème, c'est que Ygritte rattrape Jon à pied, alors que pourtant, le gars, il est à cheval. Et le rattrape donc très rapidement sans monture, et ça n'a juste aucun sens. Je veux dire, ce serait quand même pas mal d'expliquer la manière dont elle a pu couvrir une telle distance aussi vite. Et ça rend cette scène un peu difficile à croire. Encore une fois, rien d'incroyable, mais faut quand même le dire. Ensuite, lorsque Daenerys libère Astapor, qu'elle décide d'haranguer la foule, Missandei attribue correctement la liberté des esclaves à Daenerys, en disant que c'est Daenerys qui a rendu la liberté à tous ces gens. Mais Daenerys décide de la contredire en affirmant que leur liberté n'est pas la sienne à donner. Cette déclaration semble minimiser son rôle décisif dans leur libération. Si Daenerys voulait parler d'un concept philosophique de liberté qu'on ne peut pas donner, qui est intrinsèque à l'humanité, en fait, le problème, c'est qu'elle aurait dû mieux être exprimée. Non, c'est ridicule, c'est vraiment... Non, c'est de la merde. Ok, passons cette incohérence qui n'a aucun sens. Bon, il y a encore une dernière incohérence sur le discours de Daenerys lorsqu'elle libère Astapor, mais vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous la dire. C'est un peu, voilà, c'est un peu du chipotage. Effectivement, elle libère Astapor en donnant sa liberté à tous les esclaves, et ensuite elle dit, c'est pas moi qui vous ai donné votre liberté. Bon, j'ai trouvé ça un peu bête, mais de là à dire que c'est une incohérence, je trouve que, voilà, c'est un peu fort de café. Donc écoutez, on passe directement à la saison 4, puisque la saison 3 est peut-être la meilleure saison
avec la saison 4 de la série, donc il n'y a pas beaucoup d'incohérences, donc voilà, écoutez, pas besoin de tergiverser, c'est écrit de manière extrêmement professionnelle, il y a très peu de problèmes, passons à la saison 4 et arrêtons de perdre du temps. Alors, au début de la saison 4, donc on voit Jamie enfin revenir à Port-Réal, malheureusement il revient sans sa main droite, et donc il se voit effectivement obligé de s'entraîner pour reprendre un peu ses appuis et ses bonnes habitudes avec sa main gauche, avec Bronn. Le problème c'est que lorsqu'il débarque pour commencer son entraînement avec Bronn, bah il débarque avec son épée en acier valyrien, une arme précieuse et totalement inappropriée pour un entraînement. Et même Bronn souligne que si Jamie décide d'utiliser une lame tranchante, eh bien il devra faire de même. En faisant cela, bah, il risque de perdre son client. C'est un détail mineur, mais c'est incohérent vis-à-vis de l'expérience militaire de Jamie et son souci de préserver une arme aussi rare. Normalement, on risque pas, effectivement, pour user de l'acier valyrien, faudrait y aller, mais quand bien même, ça n'a aucun sens. Normalement, il débarque avec des épées d'entraînement, pourquoi débarquer avec une arme de guerre? Ça n'a aucun sens! Surtout pour Jamie qui a passé sa vie à s'entraîner. Il me semble que dans le livre, il a 33 ans, dans la série, il a 40 ans, c'est un guerrier quand même expérimenté, ça n'a aucun sens de faire ça. Ensuite, on revient avec Daenerys, puisque lorsque Daario Naharis tue le champion de Myrrine, eh bien Daenerys s'adresse à la ville, alors que pourtant, bon, la distance qui la sépare des murs de Myrrine est vraiment immense, et il est pratiquement impossible que les habitants de la ville entendent son discours, surtout sans aide, comme un mégaphone, sauf que bon on est dans un univers de fantasy, donc le mégaphone, ça repassera, ou même de relais, et donc en fait, cette séquence est un peu ridicule, on va pas se mentir, puisque la série veut nous donner l'impression que les gens de Myrrine comprennent parfaitement ce que dit Daenerys, alors que, techniquement parlant, si on devait être réaliste, ils ne devraient entendre rien du tout, même pas un son, en fait. Peut-être un léger tintement de voix, mais aucun mot. Ça, c'est une évidence. On revient à Château Noir, et on voit effectivement que lors d'un entraînement des frères de la garde de nuit, Locke met un novice KO. Locke, celui qui a effectivement débarrassé Jaime Lannister de sa main droite, met un petit novice KO d'un coup violent. Et bon, c'est un peu triste pour le jeune frère de la garde de nuit, même si, bon, ça reste une recrue, c'est pas tout à fait encore un membre de la garde de nuit, mais ça reste chaud. Non seulement personne n'intervient pour vérifier l'état du pauvre mec qui est totalement KO face contre terre sur la boue, mais il est laissé au sol sans assistance, tout le monde s'en bat les steaks. Et ça contredit l'insistance répétée dans la série sur le fait que la garde de nuit ne peut se permettre de perdre des hommes inutilement. Le mec, il va juste crever. C'est un peu con. Alors que pourtant, ils sont en sous-effectif. Toujours dans le nord, on voit Mira avec son frère Jogène, qui détecte les mutins de la garde de nuit qui sont effectivement menés par le petit révolutionnaire de la garde de nuit, Karl de Cupucier, qui donc ont élu domicile chez Craster. Le problème, c'est que Mira remarque qu'ils ont autrefois appartenu à la garde de nuit. Cependant, rien dans son expérience ne justifie qu'elle puisse identifier ces hommes comme des membres déchus. C'est quand même bizarre de la part de Mira qu'il ait pu deviner que Karl et ses hommes aient trahi la garde de nuit. Ça n'a aucun sens. Normalement, de loin, tu dis ok, d'accord, c'est un groupe mené par le vieux Jorah, le vieux Lord Commandant, chez Craster, comme ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire que, bon, le vieux Jorah, depuis des années, utilisait la maison de Craster comme une espèce de checkpoint, en fait. Il n'est pas normal que Mira ait compris que là, il s'agissait de gardes de la nuit qui ont trahi les vœux. D'ailleurs, toujours avec Mira et Craster, lorsque Mira décide de se tailler, de dire écoutez, moi j'en ai marre, je me taille, elle parle très fort et elle se lève sans essayer effectivement de s'en aller en se baissant et en s'accroupissant et en évitant de se faire voir et en évitant de se faire repérer. Elle crie à plein poumon, dit écoutez, moi j'en ai marre, je me taille. Elle se lève de tout son long et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Bran, Jogène et Mira se font attraper par Karl et ses ouailles. C'est quand même un peu bête. Toujours avec la sous-intrigue de Karl chez Craster, Jon et son groupe de la garde de la nuit effectuent effectivement une reconnaissance minutieuse avant d'attaquer les mutins, notant leur nombre et leur état d'ébriété. Pourtant, lorsqu'ils passent à l'action, Jon et ses amis attaquent Karl et ses potes en criant, abandonnant toute notion de discrétion, ce qui va à l'encontre de leur préparation de base. Sans oublier que, encore une fois, Mira se taille en se levant de toute sa hauteur et qui hurle un plein poumon, je l'ai déjà dit un peu avant, mais je le répète, c'est complètement stupide. Et le duel entre Karl la légende de Cupucier, le chef des mutins, est juste ridicule. Avec Jon Snow, puisqu'il se vend d'être invincible au combat, et effectivement il est très fort, et il domine Jon sans trop de problèmes, il le met à terre, et au moment où il s'apprête à l'achever, il détourne complètement son attention pour menacer une femme qui, je crois, l'a à peine blessé. Enfin bref, normalement, ce qu'il devrait faire, c'est terminer Jon, se retourner vers la meuf qui l'a attaqué, et ensuite, après, la tuer. Le problème, c'est qu'évidemment, il le fait pas. Il oublie Jon totalement, c'est complètement stupide, et ça permet effectivement à Jon de le tuer directement par un backstab. Même si c'est pas un backstab, c'est plus un mouse stab. Mais bon, voilà, c'est un comportement totalement irréaliste, et ça décrédibilise un personnage censé être un vétéran aguerri des duels, des combats, et de toutes les sortes d'échauffourées qu'apparemment, effectivement, il aurait eu à disputer lors de sa carrière de voleur et de petit bandit à Cupucier. Allez, on repart sur Port-Réal, puisque lors d'une réunion du conseil restreint, Tywin affirme que les dragons n'ont pas gagné une guerre depuis 300 ans. En tout cas, c'est pas ces dragons le problème. Cette déclaration est surprenante venant de Tywin,
connu déjà pour sa perspicacité, pour sa sagacité, d'autant que les dragons ont été la clé de la conquête de Westeros par Aegon le Conquérant. Et d'ailleurs, si on sait ça dans la série, c'est justement parce que Tywin Lannister l'a dit à Arya lors de ses interactions avec elle à Harrenhal durant la saison 2. Donc le fait que lui-même ait dit à Arya que attention, Aegon le Conquérant a changé le game, qu'il a ajouté de nouvelles règles au jeu de Westeros en amenant ses dragons, en détruisant les châteaux forts grâce à ce nouveau paramètre draconique, le fait qu'ils se disent ouais les dragons je m'en bats les steaks, ça va à l'encontre de ce qu'il disait à Arya lors de la saison 2. Surtout lorsqu'on connaît la rigueur intellectuelle de ce personnage. Et effectivement, on pourrait me dire, oui, mais les derniers dragons à Westeros, il y a 300 ans, il y a quelques centaines d'années, étaient plus petits que des pommes. Ok, mais quand même, normalement, il aurait dû se dire, bon, bah, attention, on va peut-être quand même essayer de mesurer ces dragons, c'est quand même chaud. D'autant plus que Varys lui-même dit que ces dragons grossissent d'année en année. Enfin, je sais pas, le fait que Tywin s'en batte les steaks comme ça me semble un peu bizarre, pour ne pas dire plus. On passe maintenant à l'attaque des sauvageons sur Château Noir, et il y a pas mal de conneries, on va pas se mentir. Bon, j'en ai retenu 5, j'aurais peut-être pu en retenir plusieurs. Bon déjà, Ygritte esquive une flèche en mode Néo de Matrix, puisque, voilà, on voit effectivement Ygritte dodger une flèche avec un mouvement exagéré et digne d'un film d'action en mode John Woo. Ça brise un peu la tension de la scène, puisque la séquence est censée être un peu réaliste, hein, et ça caractérise normalement les combats de la série Game of Thrones. Ensuite, à un moment donné, on voit des barils qui, apparemment sont vides, exploser avec une force démesurée, qui tue d'ailleurs plusieurs sauvageons, et il y a une absence totale d'explication sur le contenu des barils. Et ça rend cette scène vraiment peu crédible. Ensuite, Jon se prend un coup d'enclume, mais il se relève sans aucune séquelle. C'est totalement irréaliste, et ça contraste fortement avec le ton sombre de cette bataille de Château Noir. Et enfin, les sauvageons n'envoient aucun grimpeur pour prendre part à revers en escaladant le mur. Et compte tenu de leur expertise en escalade démontrée précédemment, puisqu'on voit Jon, Ygritte et Tormund, ainsi qu'un autre change-peau, j'ai oublié le nom, grimper le mur, donc ils peuvent le faire. Et je peux tout à fait comprendre qu'il n'ait pas fait au tout début de la bataille, parce que bon, tout ce qu'aurait eu à faire la garde de la nuit, c'est juste balancer des pierres, de l'huile, ou je sais pas quoi, même des cailloux, des flèches, pour dégager les grimpeurs. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est attendre que la garde de la nuit soit vraiment trop occupée à repousser la première attaque, pour ensuite envoyer quelques grimpeurs, afin de profiter de cette diversion. Enfin, je sais pas, ça me semble évident. Et on va finir les incohérences de cette saison 4 avec la mission de sauvetage de Yara, où elle attaque Snow, Ramsay Bolton, afin de récupérer son frère, Theon Greyjoy. Déjà, le premier truc, c'est qu'elle navigue des îles de fer à Dreadfort. Si vous regardez une carte de Westeros, vous verrez à quel point c'est stupide de faire ça. Ensuite, on voit Ramsay défoncer des Fernets torse nu. Yara parvient à s'enfuir, ce qui est quand même bizarre puisque Ramsay était quasiment à 3 secondes d'ouvrir les cages de ses molosses. Et en plus, juste pour revenir à Ramsay, ça c'est un changement par rapport au livre, il faut savoir que dans les livres, Ramsay, c'est un peu un mec grassouillet. C'est un très bon archer, mais c'est pas un guerrier, hein. C'est pas un mec fort au cac, hein. Juste pour le dire, hein, cette fois jamais. Donc voilà, c'est un sauvetage qui n'a aucun sens. En plus, ça se finit avec une réplique ultra nanarde de Yara qui dit oui, je n'ai plus de frère, mon frère est mort. On se croirait dans un film de DCVD, bref, c'est ridicule. Quoi qu'il en soit, la saison 4, en ce qui me concerne, pour moi, c'est la meilleure saison. C'est ma saison préférée, attention. Elle est absolument extraordinaire. Bon, voilà, il y a quelques incohérences. Ça reste une saison absolument magnifique et à chaque fois que je la revois, je m'enjaille. Donc voilà, tout ça pour dire que les 4 saisons de Game of Thrones, c'est des trucs de ouf. Bon, maintenant, on va arrêter avec la qualité, et on va arrêter de gratter les fonds de tiroir, parce que c'était paisible pour moi de trouver des incohérences dans ces 4 saisons, mais là par contre, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'on commence avec la saison 5. Bon, la saison 5, c'est loin d'être la pire, mais on sent que George Martin n'est plus là. On sent qu'il n'est plus là, donc il y a de plus en plus d'incohérences, et on va en parler. Bon alors, on commence la saison 5 avec Tyrion, puisque oui, à partir de là, malheureusement, l'intelligence de Tyrion ne va pas cesser de baisser, pour atteindre des abysses de stupidité absolument extraordinaires à partir de la saison 7 et surtout de la saison 8. Mais même dans la saison 5, on sent que le gars il commence effectivement à perdre des neurones à mesure que les épisodes s'enfilent. Déjà, ses interactions avec Varys lors des épisodes 1 et 2 sont un peu, enfin je sais pas, maladroits, puisqu'il ne cesse d'argumenter sur son propre manque de compétences en tant que main du roi, ce qui semble être contradictoire avec sa propre ambition et son esprit d'analyse. C'est une attitude qui pour moi est incohérente avec son intelligence habituelle. Pourquoi Tyrion dit qu'il est incompétent, qu'il est incapable effectivement de donner de bons conseils? Je sais très bien qu'on va me dire oui, mais bon là il vient de tuer son père, mentalement parlant il est par terre, il est détesté de tous, injustement accusé d'avoir tué son neveu, ok d'accord, y a pas de souci. Mais je veux dire, tout à fait comprendre qu'il soit déprimé, mais tout ça c'est pas de sa faute. D'ailleurs, de toute la manière, il le dira lorsqu'il reverra son frère Jaime, il dit bien que c'est pas de sa faute. Que s'il a tué son père Tywin, pure légitime défense. Il a toujours voulu le tuer, il l'a toujours détesté, à un moment donné, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Et au-delà de ça, lorsque Shae, au tout début de la saison 2, se trouve sur le lit, veille sur Tyrion qui venait de se faire quasiment couper le nez dans la bataille de la Nera, elle lui dit, viens, on bouge quoi.
on dégage, on a de l'argent, on ira à Volantis, on sera heureux. Et Tyrion lui répond, non, j'ai pas envie d'aller à Volantis parce que justement, jouer au jeu des trônes, les intrigues politiques, manipuler, donner des conseils, tout ça, enfin bref, voilà, la vie à Port-Réal, mais c'est là où je suis le meilleur. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On se pose la question. S'il est le meilleur, s'il considère qu'il est meilleur, pourquoi dire effectivement qu'il manque de compétences en tant que main du roi? Bref, tout ça, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, un moment qui fait encore moins de sens, c'est ses interactions avec l'espèce de joie de prostituée, puisque Tyrion lui révèle presque son identité, alors qu'il sait pertinemment qu'une prime massive pèse sur sa tête. Et il fait ça juste pour lui faire comprendre qu'il a assez d'argent pour la payer, parce qu'elle croit qu'il est pauvre, au vu de la manière dont il est fagoté. Pour un homme aussi rusé, c'est juste une erreur inexplicable. Bon, ensuite, parlant de stupidité, je pense que Arya est pas mal aussi derrière Tyrion, puisque la pièce de Braavos qu'elle a héritée de Jaqen H'ghar lors de la saison 2 est un artefact symbolique de très grande importance, encore une fois reçu de Jaqen H'ghar, à Harrenhal. Mais pourtant, dès l'épisode 2 de la saison 5, Arya la jette dans l'eau, après avoir été rejetée par la maison en noir et blanc. Ce geste est totalement incompréhensible, surtout pour quelqu'un comme Arya qui a appris petit à petit au fil des saisons à valoriser chaque ressource dans son parcours de survie. Et en plus de ça, elle a vu à quel point cette pièce est importante pour les Braavossi, puisque c'est en présentant cette pièce à un marin Braavossi qu'elle s'est retrouvée justement à traverser la mer pour aller toquer à la maison du noir et du blanc. Donc elle voit bien que cette pièce est utile, pourquoi la jeter? La pièce représente non seulement une clé pour son apprentissage, mais aussi un lien avec le monde des sans-visages. Finalement, la pièce lui est rendue de manière commode dans l'épisode suivant, annulant tout impact émotionnel ou narratif de cette scène. Et ça donne l'impression que cette décision n'était qu'un artifice scénaristique, et en plus, de toutes les manières, quelques épisodes plus tard, elle rebalancera cette même pièce dans l'eau. Donc, je veux dire, c'est complètement fou. Après, s'il y a bien un truc stupide dans cette saison 5, c'est bien évidemment la mission de Jaime à Dorne. D'ailleurs, c'est une mission qui n'existe pas dans les livres, hein, ça a été ajouté pour la série télé, et ouais, ça se voit. Parce que ce voyage de Jaime à Dorne est non seulement mal écrit, mais également complètement stupide. Voilà, on va pas se mentir. Bon déjà, on va essayer de décortiquer ça couche par couche. Le premier problème de cette mission, c'est que c'est un énorme risque stratégique. Les Lannister donc viennent tout juste de perdre Tywin et sont dans une position de faiblesse. Envoyer Jaime, un membre essentiel de la famille, le fils aîné des Lannister, dans une mission suicidaire n'a juste aucun sens. D'autant plus qu'il est facilement reconnaissable avec sa main en or, et puis même au-delà de ça, son visage est très connu. Bronn est d'ailleurs un peu trop pragmatique aussi pour accepter de suivre Jaime dans ce genre de mission. Peu importe la récompense promise, fût-elle un château. Je veux dire, le mec, il a quand même refusé d'aller affronter la montagne. Donc le gars, il est pas stupide. Loin de là. Et pourtant, le gars, il accepte, alors que ça n'a aucun sens. Bien évidemment, cette mission, bon, peut-être pour ceux qui l'ont pas encore compris, c'est pour effectivement aller récupérer Myrcella. Bon, Jaime dira, pour se justifier, qu'il faut que ce soit lui, mais c'est totalement insuffisant comme explication. D'autres espions ou d'autres diplomates auraient pu accomplir cette tâche avec beaucoup plus de discrétion que lui. Mais le pire dans ce sous-arc de Dorne, c'est que ça n'aboutit à rien de significatif. Tristan, Myrcella et Doran meurent sans que la mission de Jaime n'ait eu le moindre impact réel sur l'histoire globale. Ça a servi à rien du tout. Qu'il y soit allé ou pas, ces trois personnages, Myrcella en tête, aurait été tué par les Sand, de toutes les manières. Bon, on va repartir un peu plus au nord pour parler de Brienne et sa confrontation avec Sansa dans l'espèce de taverne là. Bon, déjà, le problème dans cette interaction, c'est que justement la réaction de Littlefinger, de Peter Baelish, est totalement disproportionnée. Après que Brienne ait proposé ses services à Sansa et se fait d'ailleurs rejeter par cette dernière, Littlefinger ordonne à ses hommes d'arrêter Brienne et accessoirement de la tuer immédiatement. Ça déclenche un véritable esclandre qui est totalement inutile, et je pense qu'une approche plus subtile, afin d'éliminer une menace comme Brienne, aurait été certainement plus judicieuse. Surtout pour un maître manipulateur comme est censé l'être Littlefinger Peter Baelish. Et puis de toutes les manières, à partir de là, toute la séquence est juste ridicule. La scène où Brienne découpe en un seul coup d'épée un épais rondin de bois, le même rondin de bois qui retenait son cheval, c'est complètement, c'est totalement irréaliste. Après, vous me direz qu'elle manie une épée en acier valyrien. Ok, d'accord, mais il y a des limites, hein. Ça reste une épée, hein, c'est pas une tronçonneuse. La meuf, c'est qui? C'est Zaraki ou quoi? D'ailleurs, en parlant de Zaraki, non seulement on la verra quelques secondes plus tard découper l'armure d'un de ses adversaires, mais également l'épée de ce même poursuivant. C'est complètement fou, encore une fois, voilà. Est-ce que c'est Brienne de Tarse ou est-ce que c'est Zaraki Kenpachi? La meuf, elle coupe des épées. C'est complètement dingue. Et en plus de tout ça, pour vraiment rajouter la cerise de conneries sur ce gâteau fiasco, elle arrive à perdre ses poursuivants avec une manœuvre absolument improbable. Je peux même pas vous la décrire, je vais vous la montrer de toutes les manières, regardez l'écran. Voilà, la manœuvre qu'elle utilise pour semer ses poursuivants, pour moi, c'est du Looney Tunes. Voilà, c'est du level Bibi Pécoyote, là, c'est juste pathétique, on va pas se mentir. Maintenant, autre scène qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, c'est la fameuse scène avec les fils de la Harpie, hein, le groupe des fils de la Harpie, des nobles qui sont pas très contents effectivement que Daenerys ait aboli l'esclavage, donc ils font un peu du rififi, hein. Bon, voilà, c'est de la guérilla urbaine, hein, on va pas se mentir. Et le problème, c'est qu'ils sont un peu sous-exploités. Bon, déjà, le problème de ce groupe-là, c'est que tout ce qu'ils font, c'est des attaques aléatoires. Leurs embuscades manquent de stratégie, et même pire que ça, elles manquent de sens. Ces embuscades
4 semble inséré uniquement pour ajouter un peu d'action sans véritable impact sur l'histoire. Et le seul impact sur l'histoire que ça a vraiment eu, bah, c'est la mort de Barristan Selmy à l'épisode 4, si je ne m'abuse, et cette mort est précipitée, totalement injustifiée, ça gâche le potentiel de ce personnage, on va le dire légendaire, et en plus, ce choix scénaristique va complètement à l'encontre du livre, parce que dans le livre, Barristan Selmy ne meurt pas. Et bon, il a beau être vieux, il me semble qu'il a plus de 60 ans, c'est censé être le combattant avec Sir Arthur Dayne l'épée du matin, les plus puissants de l'histoire de Westeros. Ça veut dire que ce type-là, en principe, ce n'est pas 5 bolos avec des poignards qui vont l'ouvrir. Voilà, je suis vraiment désolé. Même si effectivement il y a un côté guérilla urbaine, c'est quand même compliqué. Surtout dans la saison 8, où on voit Samuel Tarly repousser un petit millier de marcheurs blancs alors que pourtant ils sont quasiment sur sa tête. C'est quand même complexe, on va pas se mentir. D'ailleurs, ce choix scénaristique a même fait grincer des dents l'interprète de Barristan Selmy. J'ai nommé Ian McElhinney, qui allait jusqu'à écrire une lettre d'explication au showrunner, parce que bon, il leur a expliqué de but en blanc directement devant leur gueule que bon, c'est une mauvaise idée, ils l'ont pas écouté, et ensuite il leur a envoyé encore une lettre avec tous ses arguments, voilà, comme quoi il faut pas tuer Barristan Selmy. Bon, finalement, ils lui ont dit d'aller se faire foutre, quasiment, et le personnage a donc bel et bien été tué. Et ça fait partie des premières grosses bévues de nos amis D&D, c'est-à-dire David Benioff et D.B. Weiss. Bon, on va revenir avec notre amie Arya, et on va parler de son entraînement auprès des Sans-Visages, qui est totalement truffé d'incohérences. Bon, déjà, le jeu des visages ne fait aucun sens. Dans les livres, ça s'appelle le jeu du mensonge, et c'est un entraînement psychologique afin d'entraîner Arya à détecter la vérité. Dans la série, par contre, ça devient une espèce de rituel brutal où Arya est frappée par The Wife, la fameuse The Wife, d'ailleurs on n'apprend rien sur ce personnage-là, qui est totalement violent et dépourvu d'aucune pédagogie. Après bon, demander de la pédagogie au sans-visage, c'est peut-être trop demandé, mais il y a aussi des limites. Ensuite, elle tuera Meryn Trant pour des raisons personnelles, ce qui va à l'encontre des principes des sans-visages. Pourtant, elle n'est pas punie immédiatement, et son arc perd encore plus de logique. Et pour finir, en ce qui concerne sa cécité, le fait qu'elle perde l'usage de ses yeux, eh bien dans les livres, elle est rendue aveugle par un espèce de lait empoisonné, et justement pouvoir l'aider à poursuivre son entraînement. Alors que dans la série, justement, la cécité apparaît de manière totalement magique, sans explication, affaiblissant encore une fois la crédibilité de l'intrigue d'Arya à Braavos, qui est déjà vraiment, voilà, aura des pâquerettes de toute façon. Bon, on va parler maintenant de Stannis. Il me semble que la dernière fois qu'on avait parlé de lui, c'était durant la partie sur la saison 2. Bon, on va parler de lui, et je pense que c'est la dernière fois, puisque là, Stannis est en train de lâcher ses dernières cartouches. Puisque, bon, déjà, malgré sa réputation de stratège, il prend la décision désastreuse de brûler sa fille Shireen, ce qui provoque la désertion de ses troupes en masse, et ce choix, bon, semble un peu forcé et incohérent avec sa personnalité, quoique ça aurait pu être justifié si derrière, effectivement, ça avait été écrit par notre ami George Martin. Je pense très honnêtement que dans les livres, si un jour George Martin finit par terminer Winds of Winter, les vents de l'hiver, son avant-dernier livre, ce dont je doute très grandement, mais admettons, je pense qu'effectivement ça va être regardé. Stannis va véritablement brûler sa fille, mais je pense que ce sera beaucoup mieux expliqué, ça prendra beaucoup plus de temps pour développer un peu ce twist, j'en suis certain. Voilà, le problème c'est que dans la série, quasiment d'une séquence à l'autre, il prend cette décision, donc voilà, c'est un peu con. Ensuite, bon, il va se frotter à l'armée de Ramsay Bolton et se fait rentrer dedans. Et après avoir perdu la bataille, Stannis est retrouvé seul dans la forêt par Brienne. Il aurait été logique que les Bolton confirment sa mort, mais c'est même pas fait. Ce qui crée un suspense inutile jusqu'à la saison suivante. Et la décision de couper la scène avant que Brienne ne le tue alourdit inutilement l'intrigue et réduit l'impact émotionnel de la conclusion de l'arc de Stannis. Je me rappelle combien de personnes ont commencé à sortir des théories comme quoi Stannis n'était pas mort. Il faut savoir que Stannis, The Manis, voilà, est incroyablement apprécié par les fans. J'avoue que j'ai jamais vraiment compris, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà. On s'est tapé je ne sais combien de théories, genre ouais, vous inquiétez pas, en fait, il est vivant et nanani. On a dû attendre la saison 6 pour que Roose Bolton nous confirme que, bah oui, Stannis de Manis n'est finalement plus un Manis. On était quasiment au même level que la fin de la saison 7 de The Walking Dead, avec la fameuse controverse de Negan. Bon, on revient avec Dorne et ses intrigues politiques de con, puisque les tensions politiques à Dorne, qui sont pourtant très bien explorées dans les livres, bah, sont réduites à une simple caricature. On va reprendre déjà avec Ellaria Sand, donc la veuve, entre guillemets, je sais pas s'il était marié, avec d'Oberyn Martell. Bon, déjà, son comportement est trop impulsif. Par exemple, le fait de renverser du vin pour protester comme une fille, ça contraste avec la patience stratégique qu'elle affiche dans les livres. De plus, sa libération après avoir commis tous ses actes de trahison est complètement incompréhensible. Et d'ailleurs, même le prince d'Oran, l'espèce d'handicapé là, qui est donc le grand frère de Oberyn Martell, dans les livres, il est beaucoup mieux. Il révèle un plan complexe pour venger la mort d'Oberyn et affronter les Lannister, alors que dans la série, bah en fait, il est totalement passif, décide de ne rien faire, courbe l'échine devant les Lannister et se fait assassiner comme un vieux schlag par Ellaria Sand, encore une fois. Ce qui rend tout l'arc de Dorne, encore une fois, inutile. Et pour finir avec notre amie Arya, c'est que elle n'apprend jamais le Bravien.
c'est-à-dire la langue de Bravos. Pourtant, Arya ne fait jamais aucun effort pour apprendre le bravien. Ça aurait été logique, surtout pour quelqu'un qui est censé se fondre dans différentes identités avec ses nouvelles compétences de son visage. Et on finit avec Sansa et Théon qui sautent du mur de Winterfell dans la saison 6. Voilà, ils survivent miraculeusement à un saut d'une hauteur mortelle, et encore une fois, ça brise toute crédibilité qu'il y avait encore dans cette série. Bon, alors voilà, la saison 5 de Game of Thrones est marquée par pas mal d'incohérences, des raccourcis scénaristiques et pas mal de manque de profondeur, particulièrement dans les intrigues politiques. On sent que, bon, le Georginet, notre ami George, n'est plus là. Pour lever le niveau des dialogues et tout ça, c'est compliqué. D'ailleurs, celui qui prend le plus cher, c'est bien évidemment Tyrion, parce que George Martin a avoué d'ailleurs lui-même que le personnage qui, pour lui, est le plus difficile à écrire, eh bien, c'est Tyrion. Parce que Tyrion, dans le concept même du personnage, est censé être extrêmement verbeux, avoir toujours de bonnes répliques, et être très très intelligent et très spirituel dans ses répliques. Bah, le problème, c'est que ça prend du temps à écrire, et ça prend beaucoup d'intelligence. Une intelligence qui, malheureusement, manque cruellement à D.B. Weiss et David Benioff. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Et encore une fois, cette saison représente un tournant où la qualité narrative de Game of Thrones commence petit à petit, doucement mais sûrement, à décliner significativement. Bon, saison 6... on perd pas de temps. D'ailleurs, il y a pas mal de problèmes de la saison 6 dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos ultérieures sur les incohérences de Game of Thrones. Bon, je vais essayer de pas trop parler de ces incohérences-là et me focus sur les autres que j'ai laissés de côté lors de ces dernières vidéos. Mais quand même, parfois, je vais peut-être en reparler. Bon, peu importe, continuons. Sansa et Théon, encore une fois, une survie improbable de cette chute du haut des murs de Winterfell. Voilà. C'est quand même complexe. Et après leur saut dans une rivière absolument gelée, ni Sansa ni Théon ne semblent souffrir d'hypothermie ni même de fatigue. C'est non seulement biologiquement impossible, mais c'est juste irréaliste. Ensuite, bien évidemment, puisqu'ils sont poursuivis par Ramsay Bolton, qui est connu pour avoir quand même pas mal de molosses, pas mal de chiens, qui sont connus pour être des chasseurs absolument implacables, et ben ces mêmes chasseurs, ces mêmes chiens, ces mêmes hounds, et bien ces limiers, disparaissent subitement après la confrontation avec Brienne, qui vient sauver Sansa au bon endroit, au bon moment. Et ça semble être une solution de facilité scénaristique, pour laisser encore une fois Sansa et Théon s'échapper, mais ça fait juste pas sens. Bon, on en revient rapidement avec Arya et les sans-visage. Bon, on va parler de The Wife. Alors, The Wife, complètement incohérente, elle est supposée être sans émotion et disciplinée. Pourtant, elle montre une haine personnelle envers Arya, ce qui va totalement à l'encontre des principes des sans-visages, ou alors c'est peut-être un test, mais auquel cas, moi je comprends pas l'intérêt de ce test, et son acharnement à tuer Arya n'a absolument aucune explication logique ou développement clair pourquoi elle déteste autant Arya. Bon, moi, je la déteste, mais j'ai une explication, le personnage est mal écrit, mais pour The Wife, je comprends pas, c'est quand même complexe. Au-delà de ça, bon, l'un des pires trucs de cette série, on va en parler tout de suite, c'est la survie miraculeuse d'Arya, juste après qu'elle se soit faite poignarder, il me semble 4 ou 5 fois, dans le ventre par cette même Wife. Puisque après ça, Arya court, saute dans une rivière, et attention, une rivière qui me semble donner sur les égouts, c'est quand même complètement fou. Elle survit sans infection, ni soins médicaux, ça détruit totalement toute tension dramatique, et même après qu'elle se soit faite soigner et qu'on lui ait mis des bandages sur les nombreuses plaies de son ventre, elle finit par recommencer à faire du parcours dans les rues de Bravos, sans que ses plaies ne se rouvrent. Enfin, c'est complètement fou. Et même si ça se rouvre, je sais même pas s'il y a aucun impact sur elle, quoi. Et finalement, Arya finit par quitter Bravos sans conséquence. Elle tue The Wife et quitte Bravos sans que les sans-visage ne cherchent à la punir. Malgré les secrets qu'elle connaît sur cette organisation ultra mystérieuse. Et le pire dans cette histoire, c'est que l'interprète de Jaqen H'ghar, donc Tom Vlachiha, a avoué lui-même dans une interview qu'il n'a absolument pas compris pourquoi Jaqen H'ghar a laissé partir notre amie Arya. D'autant plus qu'elle-même, juste avant de partir, elle lui dit « Je ne suis pas No One, je suis pas personne, je suis Arya Stark ». Et le mec dit « Ouais, super, bravo ». Ça n'a aucun sens, techniquement aucun sens, et l'acteur lui-même n'a rien compris. C'est pour vous dire à quel point c'est ridicule. D'ailleurs, même au-delà de ça, dans le livre, ce n'est pas Jaqen H'ghar qui l'entraîne. Ça a été rajouté juste pour le fanservice. Moi, à la limite, j'aime beaucoup Jaqen H'ghar, comme la plupart des gens, de toutes les manières, il est super charismatique. Mais maintenant, la question, c'est que si tu rajoutes Jaqen H'ghar et que tu modifies le canon de l'histoire, c'est pour ajouter un peu de substance, un peu d'intérêt. C'est comme le fait que, lors de la saison 2, ils aient changé Roose Bolton pour Tywin Lannister. Mais ça, c'est excellent, parce que les dialogues derrière étaient superbement écrits, ça donnait vraiment beaucoup d'humanité à Tywin Lannister. Enfin bref, ça fait partie des meilleures séquences de la série. Le problème, c'est que le fait d'avoir ajouté Jaqen H'ghar, ça n'a techniquement rien ajouté en termes de substance, en termes d'intérêt, rien du tout. Donc voilà, c'est sympa de voir juste l'acteur parce qu'il est vraiment cool, mais ça s'arrête là. Ensuite, on part sur Château Noir, Castle Black, et le fait que Jon Snow ait été ressuscité. En fait, le seul truc qui me fait chier dans cette histoire, en fait, c'est le fait que sur les 12 membres de la garde de nuit qui ont été impliqués dans son meurtre, dans le meurtre de Jon, il décide d'en exécuter que 4, dont un gosse d'ailleurs. Je veux dire, si au final tu n'exécutes pas les 12, bah, autant épargner le petit. Oli, il a quoi? Il a même pas 12 ans, 13 ans, même pas. Enfin, c'est une omission, ça n'a aucun sens. Pourquoi épargner les autres? Soit tu tues tout le monde, soit tu tues personne. Enfin, moi je comprends pas. Et on va rester à Château Noir avec la bataille des bâtards,
Battles of the Bastards. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur les incohérences de Game of Thrones, donc je vais pas trop tergiverser là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le problème de Rickon et sa course en ligne droite. Rickon, lorsque Ramsay Bolton lui demande de courir, il court directement vers Jon au lieu de zigzaguer pour éviter les flèches. Pour moi, c'est la première chose que j'aurais faite. D'ailleurs, c'est tellement évident que même dans Apocalypto, c'est ce qu'ils font, le fameux film de Mel Gibson. Et là, on parle d'Indiens, quoi. Ensuite, Jon charge seul comme un idiot du village qu'il a toujours été, puisqu'en voyant son frère risquer de se prendre une flèche, Jon perd tout son stratégique et charge l'armée ennemie alors qu'il est seul. Et ça semble être allé à l'encontre de son développement en tant que leader. Normalement, lorsqu'il reprend la vie, il est censé changer, le Jon. Il est censé être beaucoup plus, pragmatique, beaucoup plus froid. D'ailleurs, c'est censé être symbolisé par le fait qu'il tue Olly, qui est donc un gamin. Et pourtant, il est aussi con qu'avant, quoi. Et d'ailleurs, même la position des Bolton dans cette bataille n'a aucun sens. Ramsay, encore une fois, est en supériorité numérique, et il est protégé par les murs de Winterfell. Alors pourquoi est-ce qu'il choisit inexplicablement de sortir et de rencontrer l'armée Stark sur le champ de bataille, abandonnant son avantage défensif? Et autre chose, j'en ai déjà assez parlé dans mon autre vidéo sur les incohérences de Game of Thrones, c'est que Sansa ne mentionne jamais l'arrivée imminente des Chevaliers du Val, ce qui aurait pu sauver de nombreuses vies. Pourquoi elle n'a pas prévenu son frère? C'est quand même fou. Et cette décision, en fait, elle est juste là pour créer artificiellement de la tension dramatique. Voilà, afin que, attention, à la dernière seconde de la bataille, les Chevaliers du Val débarquent pour sauver la mise. Ok, d'accord, c'est sympa, mais à la fin, c'est au prix de la logique narrative. Bon, allez, on passe rapidement sur Daenerys, et le problème de ces dragons. Bon, c'est même pas de ces dragons, parce qu'à la limite, les deux autres, ça va, c'est surtout Drogon. Le dragon noir aux yeux rouges, si je puis me permettre, et sa croissance accélérée. Alors, Drogon est soudainement devenu ultra grand. Voilà, le mec, c'est le dragon noir aux yeux rouges métalliques. C'est vraiment un truc de ouf. D'ailleurs, on nous présente ça sans explication cohérente sur ce fameux développement rapide, ce qui rompt totalement avec la progression montrée dans les saisons précédentes. Normalement, les dragons sont censés se développer petit à petit. Sauf que d'une saison à l'autre, le mec il prend 400 kilos. C'est quand même complexe. Et dans la séquence du feu, là, dans la lutte des cales où notre ami Daenerys balance des braséros un peu partout pour foutre le feu se propage de manière totalement irréaliste. Encore une fois, c'est un choix scénaristique pour amplifier l'impact visuel plutôt qu'une logique physique. Mais voilà. De toutes les manières, encore une fois, j'en ai parlé au début de cette vidéo, mais à chaque fois que Daenerys a un souci, elle se rabat sur le fait que c'est une Targaryen, et le fait que, en l'occurrence, elle soit totalement insensible au feu. Mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de mind trick, il n'y a pas de petit génie tactique, de petite étincelle de ruse. C'est toujours, voilà, je suis une Targaryenne, c'est parti, je fous le feu partout, et puis je sors, et puis les gens commencent à m'idolâtrer. C'est toujours les mêmes problèmes avec Daenerys, de toute façon. Bon, on fait un détour à Myrine avec Tyrion et les esclaves, et le problème, c'est que tous les anciens esclaves que l'on voit interagir avec Tyrion parlent la langue commune. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est un choix qui simplifie la narration, mais ça réduit le réalisme culturel. Normalement, ils sont pas censés parler la langue commune à Myrine. Et d'ailleurs, après une introduction intrigante, la fameuse prêtresse Kinvara disparaît totalement de l'intrigue, laissant clairement un sentiment d'inachevé. Pourquoi introduire un personnage aussi important si c'est pour faire en sorte qu'elle ne serve absolument à rien, qu'elle disparaisse comme ça? La meuf, elle a pris une bûche, quoi. On la reverra plus jamais, quel intérêt. Bon, on continue en revenant à Port-Réal, avec la fameuse scène où Cersei se prend pour un méchant James Bond et décide de juste nuker le septuaire. C'est quand même complètement dingo. Encore une fois, on peut pas le savoir, mais je pense que ça fait partie des plans de George Martin, parce qu'on sait que George Martin, avant de se barrer de la série Game of Thrones, il a donné plus ou moins les grandes lignes de ce qu'il voulait faire par la suite. Et de toute manière, à chaque fois qu'on voit quelque chose de complètement dingo qui se passe dans la série, tu sais que c'est George Martin, parce que c'est pas D.B. Weiss ou David Benioff qui vont mettre en place un twist narratif vraiment étrange et créatif, quelque chose que seul George Martin peut faire et dont seul lui a le secret. Comme par exemple le délire avec Hodor. Le délire avec Hodor, voilà, Hold the Door, avec Bran, qui splice le cerveau de l'Hodor tout jeune, alors qu'il est en train de parler au Hodor du futur, voilà. Ça, c'est George Martin à 100 000%. Ce n'est pas D.B. Weiss ou David Benioff. De la même manière, le fait que Cersei balance une bombe à hydrogène sur le septuaire, ça aussi, c'est George Martin. J'en suis certain. Le problème, c'est que, encore une fois, étant donné que George Martin n'est pas là pour peaufiner un peu le tout, ça sort de nulle part. Le plan de Cersei dans la série repose sur des variables totalement imprévisibles, comme le fait que Lancel suive un enfant dans les sous-sols. La précision de cette machination est juste irréaliste, et surtout, il y a une absence totale de répercussions. Malgré l'explosion du septuaire, la mort du roi Tommen et la destruction de plusieurs grandes maisons dont les Tyrell, Cersei monte sur le trône sans aucune contestation notable, ni instabilité politique. Ça n'a strictement aucun sens. Alors qu'il y a même pas 2 semaines, on lui jetait de la merde à la tête. C'est quand même fou. Littlefinger aussi devient de plus en plus stupide de toutes les manières. Dès qu'un personnage est un peu intelligent dans Game of Thrones, à partir du moment où George Martin n'est plus là, c'est fini. Voilà, ça part en live, ça c'est certain. Et les seuls personnages qui ne sont pas détruits par David Benioff et D.B. Weiss dans les dernières saisons, c'est les personnages qui sont pas très intelligents, comme par exemple le limier, donc Sandor Clegane, comme Theon Greyjoy,
comme Brienne de Tarth, voilà. Mais dès qu'un personnage est un peu intelligent, tel que Varys, tel que Littlefinger, tel que Tyrion Lannister, c'est terminé. Devient complètement stupide, QI négatif. C'est le problème. Et puisqu'on parle de Littlefinger, l'un des nombreux soucis de ce personnage à partir de la saison 5 et 6, mais bon, là, puisqu'il est question de la saison 6, parlons-en, malgré le fait qu'il soit connu pour son énorme capacité à la manipulation et sa capacité à manipuler absolument tout le monde, bah, il révèle subitement son ambition de siéger sur le trône de fer avec Sansa à ses côtés. Ça va complètement à l'encontre de sa philosophie, bah voilà, d'avancer subtilement, de façon cachée, de façon calculée. De toutes les manières, il faut savoir que George Martin a avoué, de toutes les adaptations de personnages dans la série, l'adaptation télévisée de Littlefinger est celle qui est la plus mauvaise. Voilà, il l'a toujours dit, parce que le Littlefinger des livres est aimé de tous. C'est pas du tout un mec perfide que tout le monde considère justement comme étant un mec fourbe. Littlefinger, c'est le type que tout le monde aime. Il est vrai, un véritable chacal et un véritable serpent, mais personne ne s'en doute à part Varys. Alors que dans la série, bah, tout le monde sait que Littlefinger, voilà, à part si tu t'appelles Ned Stark, et que t'es con comme un balai, désolé pour lui, faut pas lui faire confiance. Il montre encore une fois totalement que, bah, faut pas lui faire confiance et qu'il est complètement stupide. Et pour finir avec la catastrophe de la saison 6, il n'y a aucune mention de Rickon Stark, puisqu'après la bataille, Rickon Stark, qui donc vient de crever, n'est même pas honoré, pas plus que ceux qui ont défendu Winterfell par le passé. Et c'est, je sais pas, un oubli narratif majeur, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a Rickon qui vient de crever, hein. C'est le dernier fils d'Eddard Stark. Il vient de crever, tout le monde s'en bat les couilles. C'est quand même un truc de fou. Et bon, voilà, pour finir avec cette saison 6, elle marque une dégradation, mais terrible, de la narration de Game of Thrones. Les actions des personnages cessent complètement d'avoir des conséquences cohérentes, et les choix scénaristiques de cette saison sont souvent dictés par le besoin de créer du drame, plutôt que de rester fidèle à la logique interne de l'histoire de Game of Thrones de A Song of Ice and Fire. Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, saison 6 c'est absolument merdique, mais ne vous inquiétez pas, on va parler d'une saison encore plus merdique, on va parler de la saison 7. Alors, les problèmes de la saison 7. Bon, on va commencer avec quelque chose d'assez général, bah c'est les téléportations et la logistique des voyages qui maintenant sont aux abonnés. Parce qu'il faut savoir que dans les premières saisons de Game of Thrones, il y avait vraiment cette notion de distance. Quand un personnage partait en voyage et voulait aller d'une région à l'autre, ça prenait plusieurs épisodes, si ce n'est pas plusieurs saisons. Par exemple, lorsque Jaime Lannister part du nord pour revenir à Port-Réal, ça lui prend quasiment 2 saisons, il me semble. Hein. Voilà, il revient à la fin de la saison 3, début saison 4. C'est quand même dingue, alors qu'il a été enlevé à la fin de la première saison. De la même façon, le Limier et Arya aussi prennent quasiment 1 à 2 saisons pour passer de Arreno à Vivsec. Donc encore une fois, voilà, il y a cette notion de temporalité. Une notion malheureusement de temporalité qui maintenant est totalement absente, encore une fois. Puisque maintenant, les personnages et les armées voyagent à une vitesse absurde à travers tout Westeros. Bon déjà, premier truc con, c'est lorsque Jon part au-delà du mur pour aller récupérer un marcheur blanc pour le montrer à Cersei Lannister. Bon, rien que ce plan est complètement fou. J'en parle de toutes les manières dans mes vidéos précédentes sur les incohérences de Game of Thrones, donc je vais pas trop parler de ce plan-là, c'est une connerie mais manifeste. Mais le fait qu'un corbeau traverse tout Westeros pour aller du mur jusqu'à Père-Dragon afin de prévenir Daenerys, qui arrive avec ses dragons quelques heures plus tard, ça n'a aucun sens. On parle pourtant d'une distance immense, de plusieurs milliers de kilomètres, c'est de la folie. Ensuite, la flotte de Ron Greyjoy qui surgit absolument partout où le scénario en a besoin, sans explication logistique ni stratégique. D'ailleurs même, cette création de flotte est totalement folle. Il me semble qu'il a plusieurs centaines de navires, si ce n'est plus. Le Ron Greyjoy, ça sort de nulle part. Ça sort d'où, ça, hein? Surtout lorsque l'on voit les îles de verre, on voit qu'il n'y a pas un seul tronc d'arbre sur cette île. Putain, en principe, pour créer des bateaux, il faut des arbres, non? De toutes les manières, il me semble même que pour faire en sorte qu'un bateau soit le moins submersible possible, ça prend quelques mois. Je crois qu'il faut cirer le bateau, je sais pas quoi, mais bref, pas un truc que tu peux faire en quelques jours. Hein. Enfin bref, encore une fois, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs même, le fait qu'il y ait des Immaculés à Port-Réal, c'est fou. Ces mecs-là, ils parcourent Westeros à pied, sans provision visible, et pourtant ils arrivent pile à l'heure. Où sont leurs vivres? Où sont leurs ravitaillements? Et où sont leurs chevaux pour se déplacer aussi rapidement? Toujours sur le côté militaire, voilà. Au niveau des tactiques, c'est du n'importe quoi, de A jusqu'à Z en passant par toutes les lettres. Déjà, la prise de Castral Rock, c'est de la folie. C'est-à-dire que Tyrion, qui est censé encore une fois être brillant, tombe dans un piège absolument évident. L'armée des Immaculés est isolée et leur flotte est détruite par Euron, hors écran, attention. Enfin, on voit juste un peu, mais enfin voilà, on voit quasiment rien. L'attaque du convoi des Tyrell avec Daenerys qui attaque les vivres qu'elle voulait capturer en les brûlant. Donc on voit donc Drogon carboniser toutes ces espèces de calèches, toutes ces diligences remplies de vivres, ça n'a aucun sens. C'est d'une absurdité stratégique totalement inimaginable. Et bon, voilà, rapidement, si on devait revenir avec la mission au-delà du mur pour aller récupérer un zombie pour le montrer à Cersei Lannister, mission qui n'a servi à rien parce que de toutes les manières, Cersei Lannister s'en est battu les steaks. Et a juste dit ok d'accord, vous avez des zombies, bah je m'en fous. Je viens quand même pas vous aider, ça a servi à rien du tout, à part convaincre Jaime Lannister, mais c'est jamais qu'un seul type, qui n'a pas sa main droite d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Puis même au-delà de ça, cette mission est d'autant plus stupide que envoyer tous les leaders importants des résistants contre les marcheurs blancs dans une mission suicidaire pour capturer un seul mort-vivant, bah c'est certainement la décision la plus ridicule de toute la série.
on va pas se mentir. Et au-delà de ça, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais en reparler, de nombreux personnages perdent leur cohérence. Tyrion Lannister est censé être l'homme le plus intelligent de Westeros, mais il devient d'une stupidité complètement... Ça va de là des mots, voilà. Il accumule les mauvais choix, ses plans échouent systématiquement et pourtant il est nommé main du roi. Je me demande pourquoi. Arya et Sansa sont apparemment rivales, c'est totalement artificiel, c'est inutile, et c'est irrespectueux pour leur intelligence respective. De plus, Arya ne tire jamais parti de ses compétences de son visage, alors que pourtant avec ses compétences, je pense qu'elle pourrait aller tuer absolument tout le monde. Cersei, Jaime, tout le monde y crève, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Enfin, Cersei peut crever, tout le monde crève, en réalité, juste elle se transforme en Jaime, elle le tue, et en plus, ça aurait fait un beau clin d'œil à la théorie du Valonqar, comme quoi effectivement, ce serait le petit frère de Cersei qui la tuera, sauf qu'en fait, c'est Arya. Mais bon, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. De toute manière, le world building, il perd de plus en plus en crédibilité dans ce monde, ça n'a aucun sens. Déjà, moi je comprends même pas, un truc tout con, mais lorsque le roi de la nuit capture Viserion, ça aussi... c'est de la folie, donc je pense que c'est George Martin qui l'aura fidélisé. Je pense qu'il aura dit, oui, vous savez, peut-être à un moment donné, le Night King va récupérer un des dragons de Daenerys. Je ne crois pas que D.B. Weiss et David Benioff auraient eu cette idée. Donc à la limite, je ne critiquerai pas ce truc un peu con, c'est vrai, de récupérer un dragon blanc aux yeux bleus, c'est ridicule. Mais bon, admettons. Non, moi ce qui m'énerve, c'est que les marcheurs blancs utilisent des chaînes sur Viserion. Mais ces chaînes, elles sortent d'où? Et comment est-ce qu'ils ont sorti Viserion du lac gelé sans lui arracher la tête? Ça n'a aucun sens. Ensuite, à Dragonstone, les peintures rupestres qu'ils retrouvent sont parfaitement préservées, ce qui prouve apparemment l'existence des marcheurs blancs, qui arrivent d'ailleurs trop opportunément. Daenerys devrait plutôt d'ailleurs penser que Jon les importe lui-même, tellement elles sont bien préservées. Et en ce qui concerne la logistique, la nourriture pour les dragons et les armées, ça me semble un peu bizarre. Comment est-ce qu'ils peuvent nourrir leurs 2 grandes armées et 3 dragons à père dragon sur une île stérile et isolée? Ça n'est jamais expliqué. Et, une fois encore, cette saison annule constamment toute tension dramatique et toute conséquence. Encore une fois, je tiens la survie de Theon Greyjoy lorsque son bateau avec Yara et les Sand Snakes se font attaquer par la flotte de Ron. Tu vois donc Theon Greyjoy abandonner Yara et sauter dans une eau glaciale. Il y reste toute la nuit dans cette eau glaciale, il en est miraculeusement extirpé le lendemain matin. Parfaitement vivant, ça n'a aucun sens. Il aurait dû crever de froid, mais alors là, 100 fois d'affilée. Normalement, c'est hypothermie, au bout de 30 minutes, il meurt. Ensuite, on va parler de quelque chose dont j'ai longuement, encore une fois, parlé dans mes vidéos sur les incohérences de Game of Thrones, mais voilà, le fait que Jaime soit assez con pour aller essayer de se frotter à Drogon lorsqu'il cavale sur Daenerys pour essayer de la tuer, ça n'a aucun sens. Et le fait que Bronn arrive au bon moment pour le pousser dans la rivière, ça n'a aucun sens. En plus, Jaime tombe juste à côté de son cheval qui avait donc les pieds dans l'eau, parce que les membres du cheval, on dit pas pattes, on dit pieds, juste pour ceux qui me disent, ouais, pourquoi tu dis pas pattes? Ça se dit pas pour les chevaux, on dit pieds, on dit membres. Voilà, Jaime tombe juste à côté de son cheval, dont les membres sont quasiment, ses sabots sont à peine recouverts d'eau, pourtant lui, il tombe dans un abysse sans fond. C'est quoi cette rivière, en fait? Je comprends pas, en fait. C'est une rivière ou c'est l'abysse de Made in Abyss? Moi, je comprends pas. À 1 centimètre, il y a le cheval qui est à pied, et le centimètre juste à côté, c'est 3000 mètres de profondeur. C'est quand même complètement bizarre. Et au-delà de ça, il arrive à s'en sortir et à survivre, et il nage sur des kilomètres sans être capturé par les troupes ennemies, alors qu'il a 30 kilos d'armure sur le dos. Même si Bronn est là pour l'aider, ça n'a strictement aucun sens. D'ailleurs, Bronn, parlons-en, ce personnage est littéralement invincible dans cette séquence, il survit à tout, y compris au souffle d'un dragon. Donc voilà, c'est sympa pour Bronn, on l'aime tous, c'est vraiment un personnage très sympathique, mais là, c'est trop. Ensuite, on va revenir sur Littlefinger. Bon, après des années de plans machiavéliques, voilà, le mec, attention, on parle du Chaos is the Ladder, quoi. Il agit de manière totalement absurde, trahissant complètement son intelligence. Encore une fois, George Martin n'est plus là pour écrire ses dialogues, et il est éliminé sans aucun impact. Beaucoup de gens d'ailleurs ont crié à la mort de Littlefinger, c'était vraiment... C'était con, c'était très con. On ne crie pas parce qu'il meurt, attention, mais on crie parce que c'est très mal écrit, tout simplement. En plus même, au-delà de ça, ce qui est vraiment chiant, c'est que avant de crever, ça aurait été sympa qu'il ait une dernière interaction avec Varys, parce que normalement, Littlefinger et Varys, c'était un peu Sangoku et Vegeta, quoi. C'était un peu Light Yagami versus elle. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas eu une dernière interaction avant de mourir. D'ailleurs, c'est pareil pour Varys, on en parlera un peu plus tard, mais l'interprète de Varys, j'ai nommé Funless Hill, s'est plaint auprès des showrunners, auprès des scénaristes, pour leur dire, les mecs, ok, je vais me faire cramer par un dragon, je pourrais pas juste parler à Littlefinger avant de crever? Bon, disons, à ce moment-là, de toutes les manières, Littlefinger était mort. Mais je veux dire, bon, pour leur développement de personnage à ces deux gars-là, je sais pas, de toutes les manières, il suffit juste de taper Varys sur Google Images, vous verrez directement des images de lui avec Littlefinger. Ils sont toujours les deux à coquiner, quoi. C'est le yin et le yang, ces deux gars-là. C'est les deux arrivistes ultra intelligents qui survivent malgré tout, qui sont toujours là, peu importe le roi, qui sont toujours là sur la brèche. C'est vraiment con, quoi. D'ailleurs, la réunion à la fosse au dragon est complètement vide de sens. On voit tous les personnages Daenerys et tout se réunir, Euron et tout. Mais quel intérêt? C'était vraiment une réunion stupide. Après, c'est pas tant de sa faute que c'est aussi la faute de Jon Snow. Hein. Avec Jon Snow qui refuse vraiment, de manière totalement stupide, de juste même mentir à Cersei en lui disant « Ok, d'accord, je ne prendrai pas parti dans la confrontation entre vous et Daenerys. » En plus, franchement, la vérité, la proposition de Cersei était totalement raisonnable. En fait, ce qu'elle dit à Jon, elle dit « Écoute, je veux bien t'aider à combattre les marcheurs blancs, mais par contre, lorsque je recommencerai à affronter Daenerys, je veux juste que tu ne viennes pas. » Quoi. Voilà, tu restes de ton côté, dans le nord, et tu nous laisses régler nos affaires. Le gars dit non. Vraiment, tu te conneries, mais
Bref. Il lui a même pas demandé beaucoup. Et en ce qui concerne les séquences qui défient toute logique, on peut en parler encore des heures. Déjà, la guérison de Jorah Mormont, vis-à-vis du fait qu'il ait contracté lors de la saison 5, je crois, saison 5 ou 6, mais je crois que c'est la saison 5, la maladie du grayscale, hein, comme ils disent en version originale, qui se fasse soigner par Sam, qui pourtant lui n'a aucune expérience médicale, avec une simple pommade et voilà, juste le fait de retirer sa peau en pierre, enfin, ça n'a strictement aucun sens. En plus, il le fait sans qu'il n'y ait aucun effet secondaire sur Jorah Mormont. Tout ce qu'on veut, c'est des conséquences, qu'il y ait quelque chose. Quasiment en une soirée, toutes ces cicatrices, et pourtant le gars il l'a écorché vif, hein, il lui a retiré de la peau quoi. Bah ça a cicatrisé, c'est quand même assez fou. Et pour revenir rapidement avec le délire là, de la mission de la Lumure, moi aussi ce qui m'a vraiment fait criser, c'est à quel point le Night King, le roi de la nuit, est complètement stupide. C'est-à-dire que au moment où effectivement il utilise son javelot pour contaminer un dragon, pourquoi il ne vise pas Drogon? Je comprends pas, il est immobile déjà, et sur lui, il y a plein de personnages clés, dont Jon Snow, dont Daenerys et tout. Pourquoi ne pas le viser lui, au lieu de viser Rion, qui est donc un dragon en plein vol, donc beaucoup plus difficile à viser et à toucher. En plus, il y a personne sur lui, quoi. Donc, en visant Drogon, le Night King aurait fait une pierre 3 coups. Déjà, bon, il aura récupéré le plus gros dragon. Des 3, c'est le plus gros. Donc, pourquoi vouloir les 2 autres qui sont beaucoup plus minces et beaucoup moins forts? En plus, il est immobile et il est sur Terre, donc beaucoup plus facile à viser. Et en plus, ça aurait totalement handicapé tous ses passagers, c'est sûr. Donc voilà. Et au-delà de ça, le roi de la nuit fait chier parce que il a un manque profond de véritable développement, quoi. C'est juste un gros méchant, voilà, c'est un espèce d'antagoniste silencieux et sans aucune nuance. Franchement, je pense que si George Martin était derrière, je suis certain qu'il l'aurait écrit, ce personnage. Et même au niveau du lore, je trouve qu'il y a beaucoup de conneries. Par exemple, le fait que Randyll Tarly, qui est un personnage pourtant ultra loyal à la cause des Targaryens, jusqu'à quasiment la fin de la guerre de la rébellion de Robert, il était Team Targaryen, il refuse de suivre Daenerys, puisqu'il dit que oui, c'est une envahisseuse étrangère, alors que pourtant, il me semble qu'elle est née à Westeros, quoi. C'est quand même complètement dingue. Ok, son armée est faite de sauvages, mais bon, la meuf, c'est une Targaryen, elle est née là, bon, c'est con, quoi. Et encore une fois, j'ai déjà répété, le fait qu'Arya n'utilise jamais ses compétences de son visage pour infiltrer ou tuer ses ennemis comme Cersei, c'est stupide, voilà, j'ai rien à dire. Et même le fait que Benjen finisse par spawner de manière totalement soudaine pour sauver Jon et disparaître tout aussi vite, bref, je préfère rien dire. Les corbeaux à turbopropulsion qui volent à une vitesse impossible pour sauver les personnages clés à temps, bref, je préfère arrêter avec cette saison 7. Clairement, cette saison a privilégié le spectacle à sa substantifique moelle, sacrifiant la logique, la cohérence, juste pour, je sais pas, aller vite ou faire un truc spectaculaire. Bref, ça n'a aucun sens, et on va finir là-dessus. Bon allez, on passe à la saison 8. Heureusement la dernière saison, mais malheureusement la pire saison. Encore une fois, le problème de la saison 8, de la même manière que la saison 7, c'est les téléportations absolument inexplicables. Déjà, Vergris qui arrive avant Jon dans la salle du trône, enfin, voilà, incohérence totale et flagrante de temps et d'espace, puisque Jon était dans le donjon rouge, mais inexplicablement plus de temps que Vergris pour atteindre Daenerys, déjà. Ensuite, bon, vous le savez, Arya qui se jette sur un trampoline pour ensuite se jeter sur le roi de la nuit. Aucune explication logique sur comment elle traverse toutes les troupes de marcheurs blancs qui justement sont tout autour du roi de la nuit, sans être repérés. Ça n'a aucun sens. Après vous me direz, oui, c'est une sans visage, mais bon, il y a des limites à tout. En plus, même en termes de développement de personnage et d'arc narratif, pourquoi c'est elle qui tue le roi de la nuit alors qu'elle n'a pourtant aucun lien avec lui? Encore une fois, ça n'a aucun sens. Parce que oui, effectivement, il y a eu pas mal de surprises lors des premières saisons de Game of Thrones, mais toutes ces surprises étaient totalement et absolument préparées par des foreshadowing et des fusils de Chekhov par l'ami George Martin. Comme par exemple les Noces Pourpres. C'est pas un truc qui sort de nulle part. C'est un coup de théâtre qui a été soigneusement préparé depuis des saisons et depuis en fait des tomes et des tomes par George Martin. En fait, tout simplement. Le Red Wedding, les Noces Pourpres, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est juste le point final d'une longue série d'erreurs que Robb Stark et Catelyn Stark ont commises. C'est un peu le point final d'une très très longue phrase en réalité. Mais la phrase était déjà là. Il n'a fait que des erreurs depuis qu'il s'est rebellé contre les Lannister, entre le fait d'avoir trahi sa parole vis-à-vis de Lord Frey pour des raisons totalement sentimentales, le fait de ne pas finalement s'être marié avec une de ses filles, le fait d'avoir tué Rickard Karstark alors que pourtant il était à la tête de plus de la moitié de ses forces vives. Voilà, beaucoup d'erreurs. Et donc à la fin, bon, il y a le coup de théâtre, la surprise, le twist du Red Wedding, mais c'est pas un truc qui tombe de nulle part. Finalement, lorsque tu revois la série, lorsque tu relis les livres, tu te dis ah ouais, c'est complètement logique en fait. Sauf que le fait que Arya tue le roi de la nuit grâce à un tour de passe-passe que l'on peut voir dans les rues de Barbès, c'est clairement pas un truc qui a été préparé. Il n'y a pas eu de setup, il n'y a pas eu de préparation scénaristique. L'intrigue n'a pas été préparée pour ça. Voilà, tout simplement. On va pas déconner. On va pas commencer à parler d'Othraki. On voit Euron à la toute fin de l'avant-dernier épisode nager jusqu'au rivage après que son bateau ait été défoncé par Drogon à une vitesse surnaturelle et ça lui permet de se téléporter
téléporter juste devant Jaime afin de pouvoir l'affronter pour une raison complètement stupide. Alors que pourtant, le rivage, ça fait des kilomètres. Là, pourquoi il tombe exactement au même endroit que Jaime? Et Tormund arrive à Winterfell instantanément, parcourant des distances gigantesques en un temps record. La flotte d'Euron apparaît entre Père Dragon et Port-Réal sans chronologie claire pour expliquer comment cette flotte se déplace si rapidement. Le fameux, bien entendu, Daenerys kinda forgot Euron Forces, bref, voilà, la fameuse interview lunaire de David Benioff où il explique que Daenerys a oublié la présence de la flotte d'Euron, qui justifie la perte de son dragon qui s'est fait shooter par drive-by par Euron, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs, quelque chose qui ne sera plus jamais reproduit par Euron, alors que pourtant il aura à sa disposition beaucoup plus de scorpions par la suite dans la saison. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est pas le seul à avoir oublié des choses, parce que Drogon aussi. À la toute fin de la série, lorsqu'il voit Daenerys tuée de sang-froid par Jon Snow, eh ben lui aussi il oublie Daenerys. Après sa mort, Drogon, au lieu de tuer le meurtrier de sa mère, il agit plus comme un humain rationnel en brûlant le trône en mode ouais, je brûle le symbole du mal sur Westeros, je brûle le trône de fer. Encore une fois, c'est un animal, hein. Le gars, c'est quoi cette histoire? Maintenant, il comprend. Maintenant, Drogon, le dragon, envoie des messages métaphoriques en mode oui, je détruis la source du cycle de la violence, je détruis le trône de fer qui a rendu les humains complètement fous. C'est un animal ou c'est Nietzsche, ce mec? À un moment, voilà. C'est soit Fright-Nitrich, c'est soit un animal, soit c'est Platon. Mais ça peut pas être les deux. C'est quand même compliqué. Les Dothraki d'ailleurs oublient d'honorer leur Khaleesi, puisque quand elle meurt, bah, aucune vengeance ni rituel ne suit la mort de Daenerys, ce qui est un manquement total à leur code d'honneur. D'ailleurs, c'est même Dothraki qui étaient censés avoir tous crevé lors de la bataille de Winterfell. On sait même pas pourquoi ils sont encore là lors du siège de Port-Réal. Encore une fois, n'a aucun sens. Les îles de Fer et d'Orne oublient de réclamer leur indépendance à la toute fin de la série, puisque Sansa, elle, obtient l'indépendance du Nord. Pourtant, ces revendications étaient historiques dans l'histoire de ces régions-là. Bah, ils s'en battent les couilles, ils veulent pas leur indépendance, ça n'a aucun sens. Le délire des cloches sonnées comme signe de réédition, c'est une tradition inventée pour la saison 8, mais qui n'a jamais été mentionnée auparavant. Sans même parler de toutes les questions laissées sans réponse avec Cersei et sa grossesse, n'a aucune utilité scénaristique. Elle n'influence ni Jaime ni Tyrion de manière significative. Encore une fois, le roi de la nuit, on se demande pourquoi il est si facile à tuer, pour être une véritable menace cosmique, c'est quand même un truc de fou. Même la montagne, pourquoi est-ce qu'il ignore Cersei lors de son affrontement avec Sandor Clegane, son frère? Pas. Bon, effectivement, on va nous dire oui, c'est parce qu'au fond de l'âme de Greg voulait effectivement se battre contre son frère dans un duel fratricide. Ok, mais le problème, c'est que c'est un peu ridicule. Ce qui aurait été intéressant, c'est que petit à petit, au fil des saisons, on voit l'esprit de la montagne parfois émerger de Robert Strong, vu que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, depuis qu'il a été zombifié, le Gregor Clegane. Voilà. Parfois, effectivement, peut-être l'entendre peut-être parler, ou agir, ou désobéir petit à petit à Cersei et Qyburn, mais pas du tout. Le gars, de but en blanc, il devient finalement autonome. Le gars, c'est la créature de Frankenstein. Ensuite, la prophétie d'Azor Ahai n'est jamais réalisée, n'est jamais expliquée, on n'en parle jamais. Cette prophétie, je vais pas trop en parler parce que j'en avais parlé dans mes différentes vidéos Game of Thrones, c'est une prophétie qui est centrale dans l'histoire de Game of Thrones, en tout cas dans l'histoire des livres, alors que dans la série, on n'en parle jamais. Vraiment. D'ailleurs, je reparle du Roi de la Nuit une dernière fois. Son rôle et son objectif restent totalement un mystère, c'est juste un grand méchant vraiment très manichéen et qui n'a aucune profondeur. Bran et la corneille à trois yeux. Encore une fois, pourquoi est-ce que Bran a-t-il acquis ses pouvoirs si c'était pour ne rien faire avec? Encore une fois, on sent que quand George n'est pas là, les personnages qui sont les plus compliqués, les plus créatifs à gérer, David Benioff et D.B. Weiss les mettent de côté. La Compagnie Dorée, on nous en parle depuis 2 saisons de ces mercenaires avec leurs fameux éléphants. Mais voilà, ils sont anéantis instantanément. C'est pathétique. De la même manière, l'héritage targaryen de Jon Snow, qui est encore une fois foreshadowé depuis l'épisode 1 de la saison 1 quasiment, bien que la révélation soit monumentale, eh bien, elle est totalement inutile. Quel intérêt de nous casser la tête avec ça pour finalement ne rien en faire? On se pose la question. Ensuite, le massacre de Port-Réal par Daenerys, rien ne justifie qu'elle continue à détruire la ville. Pourtant, après avoir gagné, alors les cloches de la réédition et sonnent pleine balle par-dessus le marché, pourquoi elle continue? On sait pas, on va dire oui, mais c'est parce qu'elle se sent seule et Missandei est morte. Bah ok, tu prends Arya, tout le monde est mort autour d'elle et pourtant la meuf, elle va pas tuer des innocents pour rien. Bah, ça n'a aucun sens, bref, encore une fois. Et même le fait que les scorpions Skyburn ne fassent absolument rien maintenant à Drogon, ça n'a aucun sens. Je me rappelle d'ailleurs que juste avant que cet épisode ne sorte, c'est-à-dire l'avant-dernier épisode de la saison 8, tout le monde disait oui, Daenerys va forger une armure pour Drogon afin de pouvoir le rendre invincible et invulnérable aux tirs de baliste, aux tirs des scorpions. Voilà. De la flotte d'Euron et tout ça. Mais non, pas du tout. Et là, pour une raison complètement incompréhensible, Drogon arrive à détruire tous les scorpions et être totalement invincible. Il esquive tout et il n'y a aucun souci. Mais pourquoi il pouvait pas faire ça avant? C'est ce que je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé entre l'épisode 7 et l'épisode 2 ou l'épisode 1? Il y a rien qui a changé. C'est quoi? C'est Drogon qui a pris plus 10 dans sa stat d'esquive? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le fait que Bran devienne roi,
c'est quand même con. Lui-même a dit qu'il ne serait jamais le seigneur de rien du tout. Les sauvageons retournent au-delà du mur. Alors pourquoi fuir le sud alors qu'ils s'étaient battus pour y rester? Après vous me direz, bon, il y a plus de marcheurs blancs, donc ils retournent chez eux. Mais bon, à un moment donné, ils sont dans le sud. Ça me semble plus facile d'y vivre que dans le nord. Quel intérêt de repartir se les geler à je ne sais combien de centaines de kilomètres de là, quoi. Ensuite, qui a reconstruit Château Noir? Encore une fois, une question de plus laissée sans réponse. Et l'arc de rédemption de Jaime est complètement détruit par son retour à Cersei, qui sort de nulle part, justement. Après avoir consommé sa relation avec Brienne, normalement c'est bon, ça veut dire que il a complété son arc narratif, il a compris que Cersei était extrêmement narcissique et qu'elle ne le désire, lui, Jaime, que dans la mesure où il lui ressemble. Parce que Cersei, d'une certaine manière, n'aime les gens qu'à partir du moment où elle les considère comme étant des extensions d'elle-même, tellement elle est narcissique. Elle aime Jaime parce que c'est son jumeau, elle aime ses enfants parce qu'ils sont sortis d'elle, et donc forcément à partir de là, on se dit, bon, ok, Jaime a compris sa leçon, Cersei est toxique, c'est sa sœur, donc bon, aussi voilà, il y a Brienne, c'est parfait, nanani. Mais finalement non. Pour une raison qui nous échappe tous, finalement, il revient quand même, essayer de sauver sa sœur, et crever avec elle sous un tas de briques. D'ailleurs, la prophétie du Valonqar, on ne sait pas ce que David Benioff et D.B. Weiss en ont fait, mais bon, on aimerait bien la revoir. Et encore une fois, moi, l'histoire des dragons, moi, ça me tue, hein. Je veux dire, la facilité avec laquelle Euron a tué Rhaegal, donc le dragon là qui s'est pris un drive-by par tir de baliste, c'est complètement fou. Pourquoi ne pas refaire la même chose avec Drogon? La solution était simple, juste forger une armure à Drogon. Et là, on comprend pourquoi effectivement maintenant les balistes ne servent plus à rien. Voilà, et en plus Drogon assez fort et assez puissant pour supporter de voler avec une armure. Au-delà de ça, les armées qui respawnent, ça me fait chier, j'en ai parlé, les Dothraki, même les Immaculés, qui pourtant sont censés avoir été massivement décimés à Winterfell, et même en mer, eh bien, reviennent inexplicablement en force dans l'épisode final. Pour les Dothraki, c'est un truc de fou. On parle d'un respawn level Call of Duty, là. C'est du level CSGO, là. C'est quand même n'importe quoi. Bon, Drogon qui épargne Jon, j'en ai parlé. Écoutez, là, je vais me répéter. C'est complètement abusé, quoi. Je veux dire, il y a tellement de questions qui n'ont pas de réponse que ça en devient juste nanar. Pourquoi Bran n'a-t-il pas prévenu, par exemple, de la folie de Daenerys? S'il savait ce qui allait arriver, puisqu'il connaît tout le passé et tout le futur, pourquoi il n'a pas intervenu? Varys aussi. Mais qui est-ce qu'il envoyait des lettres sur Jon? Pourquoi ça n'a eu aucun impact? Aussi, est-ce que Bronn, qui pourtant, on va le dire, un mercenaire extrêmement peu éduqué, est-il nommé à une position aussi stratégique que maître de la monnaie? Master of Coin en version originale. Bronn, sans déconner. Il aurait pu être n'importe quoi, enfin je veux dire, je sais pas, capitaine de la garde royale, enfin j'en sais rien. Mais maître de la monnaie, mais ça n'a strictement aucun sens. Et après, ce qu'a fait Jon à Daenerys à la fin du dernier épisode, pourquoi le mec il est encore vivant? C'est quand même fou, toi, genre j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais je veux dire, normalement, Virgil il l'attrape, il le bute. Il y a même pas de discussion possible, on parle même pas de Drogon d'ailleurs. Ça n'a strictement aucun sens. Écoutez, là, je pourrais parler de ça pendant 40 ans, vous voyez que je pars un peu dans tous les sens, je suis fatigué. Vous l'aurez compris, la saison 8 est un exemple frappant de narration précipitée et bâclée. Elle sacrifie la cohérence narrative de développement des personnages au profit de résolutions spectaculaires mais totalement creuses. Bref, j'ai assez parlé de tous les problèmes de cette saison 8 et même de la saison Z également. Dans mes autres vidéos Game of Thrones, je vous aiguillerai à ces vidéos et je vais vous dire, prenez soin de vous, à la prochaine, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne et puis voilà.